Donc, je propose qu'on démarre donc sans tarder, puisqu'on a pris un tout petit peu de retard. Voilà, donc on va redémarrer comme ça. Et donc, on va se présenter si vous voulez bien. Donc, moi, je m'occupe donc de la prévention médicale, qui est un site plutôt à visée médicale, mais qui s'occupe aussi des problématiques vétérinaires. Et donc, je suis dans ma médecin, mais je suis aussi gestionnaire de risque en soins. Et bon, donc, on partage avec Michel, qui va se présenter, qui est vétérinaire, les problématiques concernant finalement les risques qui sont liés aux soins. Et il y a des parentés entre les risques en soins humaines et risques en soins vétérinaires. Donc, Michel, vous voulez peut-être vous présenter maintenant? Voilà, je m'appelle Michel Bossier, je suis vétérinaire, un ancien vétérinaire omnipraticien, vétérinaire retraité. Après une petite expérience de 2 ans d'enseignement à l'école vétérinaire de Tunis, j'ai conduit une carrière de praticien, d'omnipraticien en zone charolaise, praticien mixte au sein d'une équipe. Et je me suis engagé très vite dans la profession, dans les instances techniques d'abord, à la SNGTV en particulier, puis ensuite dans mon instance professionnelle ordinale, dont j'ai été le président national de 2010 à 2016. Voilà, en quelques mots pour me présenter. Alors, notre sujet aujourd'hui est un sujet qui est très intéressant et qui a des parentés en fait avec la médecine humaine, puisqu'il s'agit de faire participer le maître de l'animal à la prise en charge en fait clinique de son animal, et donc de travailler sur une médecine vétérinaire et bienveillante. Et donc, la parenté, c'est que en médecine humaine aussi, on essaie de faire en sorte que le patient, alors là, le patient directement, soit partie prenante de sa prise en charge, qu'il soit responsabilisé, qu'il ait son mot à dire. Et donc là, c'est intéressant de voir comment vous, au niveau de médecine vétérinaire, vous travaillez, alors pas avec l'animal directement, mais avec son maître, et de voir quelle est peut-être la relation entre le maître de l'animal et puis le vétérinaire pour cette médecine vétérinaire bienveillante. Alors, il y avait le périmètre qu'on a choisi avec Michel, c'est les animaux de compagnie. On n'a pas travaillé sur les animaux de rente, donc peut-être ce sera une prochaine fois. Et donc, vous avez peut-être donc des témoignages de maîtres d'animal pour nous dire un petit peu quelle est la proportion de ces problématiques. Oui, alors la proportion de ces problématiques, finalement, je pense qu'une thèse relativement récente qui a été soutenue par ma consoeur Richard à Nantes, dans sa thèse, elle indiquait que près de la moitié des maîtres d'un chien diabétique disaient que leur vétérinaire ne leur avait pas montré comment injecter l'insuline. Alors on peut penser qu'effectivement, parmi ces maîtres, il y avait des gens qui savaient faire pratiquer des injections, mais savoir pratiquer une injection sur un être humain, c'est pas forcément savoir la pratiquer sur un chien. Donc, c'est quand même, il est possible qu'il n'était pas demandeur également de l'information. Il n'empêche que c'est assez étonnant. Et puis, effectivement, le questionnaire mettait en évidence le fait que les propriétaires de ces animaux, les maîtres de ces animaux, n'avaient pas eu d'informations non plus pour 20% d'entre eux sur le stockage de l'insuline. Et puis sur la façon de prélever dans le flacon. La façon de prélever dans le flacon, ça peut paraître anodin pour celui qui a l'habitude, mais finalement, on l'a vu aujourd'hui avec la vaccination généralisée Covid. Finalement, un certain nombre de personnes ont été amenées à vacciner alors qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de cela. Et prélever dans le flacon, c'est pas forcément non plus quelque chose d'anodin. Voilà. Alors, il y a des illustrations. Vous avez apporté quelques illustrations cliniques de ces problématiques-là. Oui, c'est quelques exemples qui m'avaient été donnés de connaître. Il se trouve qu'aussi, j'ai consacré pas mal de mon temps, pendant une trentaine d'années, à l'expertise vétérinaire, judiciaire ou amiable, privée. Là, j'avais été frappé, par exemple, par le cas de ce chien que j'ai appelé qui un jeune fox terrier. Ses propriétaires sont en vacances dans le centre de la France. Un soir, il arrive à petit malheur à ce chien. On se précipite chez le vétérinaire de garde qui les reçoit fort aimablement un dimanche soir, qui imagine que le chien s'était fracturé à l'intérieur, réalise une radiographie. Les gens lui expliquent qu'ils repartent dès le lendemain matin très tôt à Paris. Donc, il réalise un pansement de Robert Jones. Donc, c'est une prise en charge médicale sur laquelle il n'y a strictement rien à dire. Simplement, finalement, les gens sont rentrés chez eux et soit ils n'avaient pas compris les explications, soit ils les avaient pas eues. En tout cas, il n'y avait pas d'écrit. Il se trouve qu'ils savaient pas, ils ont imaginé que c'était une contention définitive et qu'il fallait attendre un certain temps avec cela. Et finalement, leur inquiétude n'est apparue que quand le chien a présenté des signes de douleur, ils sont allés voir leur vétérinaire de proximité et déjà, au bout de quelques jours, c'était trop tard. Il y avait eu une striction, nécrose, gangrène, il a fallu amputer le chien. On voit qu'il y a eu
visiblement un problème d'information, communication. J'ai cet autre exemple qui m'avait frappé aussi, c'est cette chienne qui a été sauvée d'une babésiose qui était vraiment sous une forme très grave, gravissime. Elle était, je dirais, elle était aux portes de la mort. L'ont sauvée véritablement. Mais il se trouve que, ayant dû avoir des perfusions pendant assez longtemps, elle a fait une phlébite. Et étonnamment, c'est ce qui m'avait toujours étonné dans ce dossier, c'est que les propriétaires n'étaient pas en situation de comprendre combien leurs praticiens avaient fait un acte, je dirais, extraordinaire en sauvant cette chienne. Ils se sont obnubilés sur le fait que cette petite phlébite a eu des conséquences puisqu'il a fallu effectivement amputer 2 doigts. Et ça a été le début d'une crise relationnelle entre le détenteur du chien, les maîtres du chien les vétérinaires. Et je me dis que si tout avait été expliqué, les risques, les enjeux, etc., depuis le début, eh bien cette crise ne se serait pas produite. Un tel autre exemple, c'est la chienne Uriane, la chienne Bouvier-Bernois, opérée avec succès d'une fracture du fémur. C'était une grosse chienne turbulente, hein. Les gens sont très heureux de récupérer leur chienne quelques heures après l'intervention. Elle leur fait la fête. Pendant ce temps, le vétérinaire donne des consignes. Il explique qu'effectivement, il faudra la garder dans un endroit relativement contraint. Mais je pense qu'ils ne sont pas en état d'écouter les informations. Rien n'est écrit, si bien qu'on la laisse vadrouiller. Et 8 jours plus tard, elle recommence. Finalement, elle se rejette du premier étage. C'est ce qu'elle avait déjà fait quelque temps précédemment. Elle casse tout. Et ce vétérinaire qui était un héros sur les réseaux sociaux, devient l'homme à abattre. Et c'est une véritable crise, encore une fois. Et puis je pense aussi à cette chienne Lila, berger allemand, opérée d'un autre hématome. Et alors évidemment, c'était la chienne d'une personne qui assurait la sécurité, des opérations de sécurité avec son chien. Donc, je pense qu'il était sûrement important pour cette personne que cette chienne ait l'allure d'un chien avec des autoritaire ou je dirais menaçant avec des oreilles bien dressées. Et évidemment, l'oreille n'a pas été parfaitement dressée. Il y a eu une crise relationnelle. Et là encore, on peut penser que les explications ont manqué. Voilà. Et c'est ce qu'on dit sous tous les cas, un déficit d'explication et de réel partenariat, c'est-à-dire d'échange bilatéral avec le maître, n'a pas permis une médecine vétérinaire efficace et sûre, ou du moins perçue comme telle. Alors, on s'est posé, finalement, en préparant ce webinaire, pas mal de questions. Donc, les voilà, on va y répondre, bien évidemment. Donc, c'est un petit peu, on va travailler un petit peu sous l'angle du maître, sous l'angle du vétérinaire. Comment est-ce que finalement, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment que cette relation soit bien établie entre le vétérinaire et le maître de l'animal? En quoi ça peut améliorer et apaiser une relation qui pourrait être conflictuelle s'il y avait des soucis à l'issue des soins? Comment est-ce que le maître peut aussi être incité à participer à la décision thérapeutique? Ça, c'est très important, hein, l'information bénéfice-risque, tout ça, c'est des éléments que nous, en médecine humaine, on essaie de valoriser. Comment est-ce que le maître peut aussi être participant de la sécurité du soin, alors soit le soin pendant l'intervention, mais aussi après le soin, dans le suivi? Comment est-ce qu'on peut aussi former peut-être le maître de l'animal à tout ça? Et puis, bien évidemment, on parlera aussi de la formation des vétérinaires pour l'acquisition de ces compétences non techniques qui sont aussi des choses assez importantes. Donc voilà, donc on va essayer de travailler sur donc, les 3 acteurs en prenant tout d'abord, ma foi, des concepts généraux, puis après on verra le point de vue du vétérinaire, puis du point de vue du maître de l'animal. Donc ces concepts principaux, donc là, c'est Michel peut-être nous en dire quelques mots. Oui, peut-être aussi, est-ce qu'on peut revenir un instant sur le fait que vous avez dit 3 acteurs, évidemment. 3 acteurs, chez nous, c'est important parce qu'effectivement, classiquement, en médecine humaine, on parle toujours du contrat de soins, un contrat, je dirais, bipartite, en quelque sorte, entre le patient et le médecin. Chez nous, effectivement, il y a un 3e acteur. Alors, il est vrai que pendant, il y a quelques temps, il y a quelques décennies, ce 3e acteur, l'animal, en l'occurrence, il ne compte pas beaucoup. C'est toujours un objet dans le droit, mais il devient une personne, quelque part. Et il s'impose, même s'il ne peut pas établir de contrat écrit avec le vétérinaire, il n'empêche qu'il est un 3e acteur. Et puis les jeunes vétérinaires sont beaucoup plus sensibles finalement à ce que peut ressentir l'animal. Et le contrat, je pense que les jeunes générations sont plus réceptives à l'idée que finalement ce contrat moral, il est établi certes avec le maître de l'animal, mais aussi avec l'animal lui-même.
Ça, je pense que c'est un point très important. Oui, c'est Ça, important. c'est là. Donc, si on prend maintenant un petit peu les concepts généraux par rapport à cette sécurité des soins en matière de médecine vétérinaire. Oui, ben, évidemment, si on prend ça, d'abord, je pense qu'il faut redire, et ça, c'est valable en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, Oui, bien sûr. les soins ne doivent pas provoquer des affections qui n'existaient pas au préalable. C'est vrai qu'il ne faut pas sortir de l'hôpital, je dirais, plus mal que quand on y est entré. C'est la même chose, je dirais, à la clinique vétérinaire ou au centre hospitalier vétérinaire. D'abord, et je pense que le vétérinaire, il doit avoir présent à l'esprit ce fameux primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Hein, ça, c'est quelque chose de général. Et puis, il faut avoir, je pense que ça, c'est le point le plus important en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, c'est le souci permanent du rapport bénéfice-risque. Hein, il faut que ce rapport soit positif. Et c'est toute la médecine est là. Hein, c'est la question du rapport bénéfice-risque. Alors ça, ce sont des choses dont on a beaucoup parlé, même ces temps-ci. Je dirais, les médias n'ont pas forcément toujours compris ce que c'était que le rapport bénéfice-risque avec la vaccination. Tout le monde en épingle, je dirais, des effets indésirables graves qui sont rarissimes. C'est mal comprendre la notion de rapport bénéfice-risque. Ça, ce sont des choses qui doivent être présentes à l'esprit, y compris chez nous. Et puis, bon, bien sûr, là, on comprend mal que le traitement soit iatrogène et entraîne des effets indésirables graves, mais j'ai l'impression qu'on comprend encore plus mal que les moyens du diagnostic puissent être iatrogènes ou même simplement ressentis comme agressifs. Ça, je pense qu'il faut que les vétérinaires l'aient bien présent à l'esprit. C'est un point important, je dirais, non seulement de psychologie, mais pour la qualité de la relation à venir avec le maître de l'animal. Et puis, bien sûr, les éventuels effets indésirables du traitement dans l'idéal, ils ne peuvent pas être graves, hein. Bon, ils peuvent être graves, mais je pense qu'il faut en parler avant. Et quand on en parle avant, quand on explique, quand on présente là encore le rapport bénéfice-risque, eh bien, les choses se passent mieux que quand on n'a rien expliqué. Bon, voilà, en résumé, l'état d'animal ne devrait pas être pire après les soins qu'avant. Ça, c'est une notion qu'il faut avoir présente à l'esprit de façon très, très forte. Alors, on en parlera un peu plus tard, mais l'explication, la présentation du bénéfice-risque au maître de l'animal, c'est quelque chose qui doit être aussi tracé dans le dossier, on le verra, parce que c'est important pour les suites s'il y a des problèmes derrière. C'est des choses dont on discutera un peu plus tard, mais c'est important. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va passer donc au point de vue du vétérinaire, en passant en revue finalement les différentes étapes de la prise en charge, on va dire de l'accueil jusqu'au traitement. L'accueil, c'est la première étape, c'est important, puisque c'est le premier contact qu'a le maître de l'animal avec le cabinet vétérinaire, au fond. Tout à fait. Alors, je pense qu'on s'est dit d'abord, finalement, dès lors qu'on parle de partenariat ou d'alliance thérapeutique, il y a l'idée de fusion, finalement. Mais malgré tout, il est plus facile de voir quelle est la part, disons, d'activité du maître de l'animal et puis de la part, disons, de diligence de la part de l'équipe vétérinaire. Donc, un peu artificiellement, on va d'abord aborder les choses du point de vue du vétérinaire et puis après, on les abordera du point de vue du maître de l'animal. Alors, du point de vue du vétérinaire, évidemment, ce qui est très important, c'est l'accueil. Tout commence par l'accueil. Hein, il y a un premier contact. Il y a un premier contact avec le vétérinaire, avec l'établissement vétérinaire, un cabinet ou clinique, et assez souvent, c'est un accueil au téléphone. Eh bien, l'accueil au téléphone, c'est très important. Hein, on parle toujours du sourire au téléphone. Alors, c'est l'auxiliaire vétérinaire, en général, l'auxiliaire spécialisé vétérinaire, qui accueille au téléphone. Mais il faut avoir présent à l'esprit, et les vétérinaires ne sont peut-être pas toujours suffisamment présents à l'esprit, il faut avoir présent à l'esprit que c'est relativement déterminant. La première impression est considérable. Alors, idem pour la première impression, quand on pousse la porte de l'établissement, du cabinet ou de la clinique vétérinaire. Il y a tout de suite une ambiance, en quelques secondes, il y a les sens sont en éveil, il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on entend, il y a ce que l'on perçoit même par son odorat. Hein, les odeurs, ça a été montré, il y a eu quelques études qui ont été faites qui montrent combien finalement, qui montrent l'importance des premières perceptions quand on pousse la porte. Alors le rôle des auxiliaires, qui en général sont les personnes qui accueillent, est déterminant. Hein, je pense que elles sont le sourire de l'établissement vétérinaire.
Et puis, bien entendu, il y a l'attente, la question de l'attente et de la salle d'attente. Alors, l'attente, elle est d'autant moins longue que le rendez-vous a été parfaitement programmé, disons qu'il y a un traitement rationnel de la prise de rendez-vous. Alors, donc, il y a la question de la durée de l'attente, qui doit être minimisée autant que faire se peut. Hein. Autrefois, certains vétérinaires considéraient, mais ça, je pense qu'il faut remonter à quelques générations en amont, que plus, je dirais, meilleur il était, plus le client devait attendre dans la salle d'attente. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une notion, évidemment, qui n'est plus parfaitement en accord avec les critères sociétaux actuels notamment. Donc, la durée, le confort du propriétaire, mais le confort de l'animal, et notamment, il y a la question des chats. Hein. Les chats sont plus facilement effrayés, notamment s'il y a des chiens dans la salle d'attente. Donc, de plus en plus d'établissements de soins vétérinaires, on dirait, se sont adaptés, ont séparé la partie chat de la partie chien. Après, il y a même des établissements spécialisés qui ne reçoivent que les chats. Et il faut vraiment avoir présent cela à l'esprit parce que finalement, nos patients animaux sont, comme l'avait dit Jean-Pierre Samail dans un de ses éditoriaux assez fameux, des patients assez souvent impatients. Voilà, le maître aussi est parfois impatient. Mais je pense après que, bon, voilà, de façon générale, si vous voulez, ce qui compte, et ça, si les enquêtes le montrent, beaucoup d'enquêtes ont été effectuées sur la perception du vétérinaire, mettent en avant le fait que le premier contact, notamment un premier contact avec l'humain, puis un premier contact avec le chien, qu'il s'agisse des auxiliaires ou qu'il s'agisse du vétérinaire. Et finalement, la gentillesse est toujours mise en avant. La gentillesse, c'est un mot qui a souvent été un peu méprisé, mais qui est revalorisé aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas à rire de la gentillesse, bien au contraire. Alors, Jean-Pierre Samail avait effectivement s'était posé la question un petit peu des marchands d'empathie en disant, voilà, puisque maintenant, de plus en plus, le diagnostic, il va tenir à l'intelligence artificielle. C'est pas l'intelligence artificielle, ça progresse à toute allure. Mais alors, finalement, si la machine est meilleure que nous, il ne nous reste plus qu'à être des marchands d'empathie. Bon, ben, je pense que d'abord, on aura encore besoin du cerveau du vétérinaire, mais en plus, je crois que l'empathie et la gentillesse sont des choses qui font partie des soins, qui contribuent à la qualité des soins. Tout à fait. Ça contribue aussi à la confiance dans la relation. Absolument. Absolument. Alors, on va parler de la partie vraiment clinique. Maintenant, la consultation, la partie. Voilà, tout commence quand le vétérinaire, évidemment, ouvre la porte de la salle d'attente et accueille son client avec son animal, un chat, un chien. Et évidemment, la première partie, classiquement, dans une consultation, pour aboutir au diagnostic, ça commence par l'anamnèse, l'écoute, l'historique. Et là, il faut savoir écouter, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si les vétérinaires sont meilleurs que les médecins, mais vous savez que en consultation médicale, souvent, on interrompt le patient au bout de quelques secondes. Alors, on ne le laisse pas parler. Je ne sais pas si vous êtes dans ce genre de situation, mais c'est quand même un sujet sur lequel on peut s'améliorer, c'est sûr. Oui. C'est sûrement, je dirais, aussi, la situation est sûrement aussi hétérogène chez les vétérinaires que chez les médecins, mais incontestablement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, bien sûr, il faut savoir, vous avez des gens qui n'en finissent pas, qui rentrent dans des détails et qui font perdre un temps fou. Il faut savoir, je dirais, arrêter avec élégance un historique qui serait interminable. Mais il faut écouter et il faut surtout montrer qu'on a écouté. C'est pour ça que je dis qu'il fallait que l'écoute soit longue et démonstrative. Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir écouté, il suffit de bien montrer et de savoir montrer qu'on a écouté et puis montrer également qu'on observe l'animal, son comportement. D'abord, c'est très important de l'observer et puis l'écoute, d'observer la relation avec le maître et évidemment la durée de cet examen clinique. C'est quelque chose qui a de l'importance. L'examen chrono, eh bien, je dirais, c'est d'abord mal perçu, ça crée pas le climat de confiance, indépendamment du fait que ça ne permet pas non plus de créer toutes les conditions techniques et médicales de la réussite du diagnostic et de l'examen. D'ailleurs, il a été noté qu'il y avait une relation entre la durée de la consultation et l'observance du traitement. C'est-à-dire que les gens font d'autant mieux prendre le médicament à leur animal que la consultation a duré quand même un certain temps. Voilà. Alors, un point important, la contention. Évidemment, la contention, parce que la contention, on est obligé, il faut une gestuelle rassurante, apaisante,
apaisante vis-à-vis de l'animal, apaisante vis-à-vis du maître de l'animal. Et évidemment, cette contention, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du point de vue du maître, hein, mais on peut éduquer le chien au geste de soin. Et donc là, on peut précisément montrer au propriétaire comment éduquer le chien au geste de soin de manière à ce que la contention soit la moins positive possible chez le vétérinaire. Puis bien entendu, il faut porter une attention considérable à la douleur. Et je pense que en médecine humaine comme en médecine vétérinaire, il y a quelques décennies, on ne portait sûrement pas, notamment en France, suffisamment attention à la douleur. Je pense que les choses ont bien changé depuis ces dernières décennies, en humaine comme en vétérinaire. En vétérinaire, je serais tenté de dire que le vétérinaire a quand même été sensibilisé à la douleur, peut-être pour la raison très simple que, je dirais, s'il n'y prêtait pas suffisamment attention, il encourait un certain nombre de risques physiques pour sa personne qui constituaient une sorte de ticket modérateur. Mais les gestes, vous savez, les gestes classiques de l'inspection, de la palpation, pression, percussion, auscultation, tout ça, ça a de l'importance sur le plan médical, et ça a aussi beaucoup d'importance dans la création de la relation de confiance. Et ça, je pense que c'est important en humaine comme en vétérinaire. Il faut faire attention justement à la prééminence un peu en vogue des examens complémentaires. Les jeunes vétérinaires, on leur reproche parfois un peu de se précipiter sur les examens complémentaires avant d'avoir fait cet examen clinique minimal. Et ça, c'est pas forcément bien perçu. Et on a les mêmes en médecine. Hein. Voilà. Voilà. Donc, il faut faire attention aux investigations qui seraient trop contraignantes, trop douloureuses. Et il faut avoir présent à l'esprit, pour moi, que l'examen clinique, c'est quelque part une vitrine. Moi, je dis que c'est une vitrine de la conscience professionnelle, génératrice de confiance. Ça, je pense qu'il faut que chaque vétérinaire l'ait présent à l'esprit. Il n'est pas seulement en train de faire de la médecine, il n'est pas seulement en train de chercher à savoir ce qu'est l'animal, mais en même temps, il est observé et il a besoin, et il aura besoin pour les soins, d'une relation partenariale avec le maître. Eh bien, cette relation partenariale, elle pourra s'établir que si la confiance s'établit, et donc, il est important de faire attention à la perception que le maître et l'animal vont avoir de la manière dont il se comporte au cours de son examen clinique cherchant à aboutir au diagnostic. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a un peu évoqué la partie traçabilité. Alors, c'est vrai que tout autour de la formation qu'on va mener, c'est important aussi de tracer. Donc, on va évoquer un petit peu tout ça sur la pédagogie, mais aussi sur l'écrit, à la fois pour tracer ce qu'on a fait, et puis peut-être aussi après pour remettre au maître de l'animal quelque chose qui va lui permettre ensuite de suivre le traitement de son animal. Oui, alors je pense, bien sûr, au moment du diagnostic, quand on aboutit à un diagnostic ou à des hypothèses diagnostiques, je pense qu'il faut expliquer, il faut parler, il faut indiquer le niveau de certitude, hein, parce que on n'est pas forcément sûr à 100% du diagnostic. Et pour ça, il faut utiliser tous les outils. On a beaucoup d'outils aujourd'hui pour expliquer. Il faut parler du pronostic, c'est très important en médecine vétérinaire. Et puis surtout, souvent, ce qui se passe, hein, c'est cela qui est important aujourd'hui à considérer, notamment en termes de responsabilité, hein, c'est que les options thérapeutiques. Alors, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, j'ai l'impression que le docteur Moll nous a quittés à nouveau. Je suis toujours là. Bon. Non, c'est bon. De manière à ne pas vous gêner sur votre présentation, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Bon, j'avais cru un instant que voilà, d'accord. Bon, donc, comme on le disait, il faut se servir d'outils. Il ne faut pas récuser Internet, hein, parce qu'évidemment, parfois, les médecins, les vétérinaires sont parfois un peu fâchés après le fait que le maître, il arrive, il sait tout, il est allé sur Internet, il a des idées préconçues. Bon, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages aussi, hein, et il faut les exploiter. Et puis, je pense que là, on est toujours dans l'oral, si vous voulez. On est toujours dans l'oral, mais il faut pas seulement expliquer, il faut s'assurer de la compréhension. Il faut trouver par des petites questions, vérifier que la personne ait bien compris ce qu'on lui a dit. Il faut savoir répondre à toutes ces questions. Et là, donc c'est là, on va le redire, l'importance de l'écrit, mais l'écrit en complément de l'oral. C'est pas l'écrit qui se substitue à l'oral. L'écrit, c'est pas un papier qu'on fait signer pour arracher un consentement sur un coin de table à quelqu'un et qui dispenserait des explications orales qu'on aurait pu lui donner au préalable. Non, c'est complémentaire. C'est très important. Il faut s'assurer du consentement. Voilà. Risque potentiel de la mauvaise communication, bien entendu. Alors, il y a un cas particulier pour les médicaments parce que, en fait, quelque part, oui, le maître va devoir administrer lui-même le traitement. Et donc, il va falloir qu'il c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Et les médicaments, évidemment, bon, je dirais tout le monde sait à peu près avaler un comprimé ou une gélule, encore que, mais c'est pas forcément facile, c'est pas évident quand il s'agit de le faire avaler à un chien ou parfois encore moins à un chat. Donc, il y a lieu de faire une démonstration. Il faut penser, c'est pas évident, ça coule pas de source pour le propriétaire de l'animal, surtout si c'est un propriétaire ou un client qui consulte pour la première fois. Il ne faut pas hésiter à administrer sur place, faire une démonstration. Et en cela, le vétérinaire a un avantage sur le médecin. C'est comme il est non seulement prescripteur, mais également possiblement dispensateur des médicaments, il dispose des médicaments, il les a à proximité de lui. Donc il les connaît, il les voit, il connaît leur couleur, leur forme, la difficulté qu'il peut y avoir, et il peut être utile de faire la première démonstration. C'est le cas par exemple pour les vermifuges. Voilà. Voilà. Et il faut choisir évidemment le mode d'administration qui est le plus aisé, le plus adapté à l'animal et à son maître, hein, parce que tout le monde n'est pas en situation de faire des mêmes gestes. Et ça, il faut le voir, il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter. C'est très important parce que de là va dépendre l'observance du traitement. Il faut avoir en ligne de mire cette observance. Et quant aux effets indésirables, on l'a déjà dit tout à l'heure, il faut les annoncer, les expliquer. Et pour tout ça, il y a des outils pédagogiques, on va pas passer dessus, ils sont bien connus, il faut les utiliser. Et on a la chance de disposer aujourd'hui de beaucoup de moyens pour expliquer et renforcer son diagnostic. Alors, le suivi de tout ça, en fait. Donc, oui, c'est important. Suivre, alors, il faut lui expliquer quels sont finalement les signes qui vont permettre d'alerter sur les problématiques, les complications ou des choses comme ça. Oui, puis je voulais surtout dire en même temps, déjà, au départ, que le travail du vétérinaire, sa mission, comme celle du médecin, ne s'arrête pas à la rédaction de l'ordonnance avec la liste des médicaments, etc., y compris la démonstration de l'administration de médicaments. Ce qui est important aujourd'hui en médecine, c'est de suivre, de connaître l'efficacité finalement de ces actes. Donc, il faut absolument avoir un retour sur la manière dont l'animal a réagi au traitement. Ça, c'est le suivi. Et aujourd'hui, je pense qu'une médecine sans suivi est une médecine parfaitement incomplète. Donc, il faut indiquer au maître les signes qu'il aura observés, il faut les dire, il faut les écrire, il faut lui annoncer les effets indésirables des médicaments, il faut l'amener à enregistrer des paramètres, voyez, sur une fiche, lui faire établir des documents, des relevés de température, par exemple, le prise de température rectale, là aussi, il faut montrer, hein, c'est pas évident de prendre la température rectale d'un chat ou d'un chien. Donc, et là encore, il faut écrire la traçabilité. C'est très, très important. Et ne jamais oublier d'ailleurs de mettre la date, hein, parce que trop souvent, les écrits ne sont pas datés, et ça, c'est très, très important. Il faut prévoir des visites de contrôle. Voilà. Il faut que les vétérinaires acquièrent la culture de l'évaluation des résultats, hein, et du contrôle de l'observance. Je crois que c'est une culture à acquérir, et c'est donc très important. Voilà. Il y a la visite. Pardon. On est dans les idées, finissez. Non, je veux dire, oui, il y a la visite, il faut faire le distinguo entre la visite sur appel au départ et puis une visite à partir de signaux d'alerte. On est dans le suivi après, dans la visite sur le signaux d'alerte. Alors, il y a un sujet qui moi, en tant que gestionnaire de risque, m'intéresse beaucoup parce qu'en médecine humaine, c'est très important, mais je pense que c'est pareil pour vous. C'est finalement le travail en équipe, puisque le vétérinaire n'est pas tout seul à avoir des relations avec le maître de l'animal. Il y a aussi ses auxiliaires. Il y a le maître qui est un partenaire. Finalement, le résultat du soin, ça va être le résultat de ce travail d'équipe, de cette synergie. Donc, et ça repose pas forcément sur des compétences techniques, c'est plutôt des compétences non techniques. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que nous avons une diapositive, voilà, tout à fait. Oui, et ça, c'est un point très important. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai dit au bas de cette diapositive, hein, je signalais une thèse soutenue à Lyon par Diane Pabiarès-Issora sur les compétences non techniques de la profession vétérinaire. Je pense que c'est bien. Aujourd'hui, on fait de plus en plus et on insiste sur le distinguo entre les compétences techniques que là, de façon générale, les vétérinaires ont assez facilement. Mais ces compétences non techniques qui apparaissent tout à fait indispensables dans la création de cette médecine que l'on veut partenariale et qui passe par la communication, elle est importante. Et elle concerne le vétérinaire et les auxiliaires, donc les équipes. Et donc ces équipes doivent être cohérentes, notamment dans leur discours. Hein, je pense qu'il faut aujourd'hui
avoir présent à l'esprit cette notion de chaîne de soins. Ça, c'est le cas, je dirais, au sein de l'équipe elle-même, mais c'est également le cas quand on réfère à un spécialiste. Voilà, il y a une notion de chaîne de soins. Et puis, on l'a déjà dit, cette notion de suivi et de continuité des soins. À partir du moment où on prend en charge un animal, on est responsable de la continuité des soins, mais c'est pas seulement une question de responsabilité, c'est une question, je dirais, d'efficacité, c'est l'évidence même. J'avais été frappé parce qu'il avait écrit il y a 2 ans un étudiant vétérinaire, Pierre Dufour, qui avait été interviewé et qui s'était exprimé dans la revue de l'ordre des vétérinaires. Et il disait, cet étudiant, la connaissance n'est plus notre plus grande valeur. Voilà, il avait pris conscience à l'école vétérinaire. C'est formidable. Hein, c'est le signe que nos écoles vétérinaires prennent en compte aujourd'hui ses compétences non techniques. Il avait conscience du fait que c'était pas être un bon vétérinaire, n'était pas seulement une affaire de connaissance. C'était bien au-delà ça allait bien au-delà de cela. Il faisait allusion à toutes ces compétences non techniques. Voilà. Et il faut donc, c'est l'invitation à développer d'autres capacités. On y reviendra tout à l'heure sur les soft skills, avec la réforme, je dirais, du cursus d'études vétérinaires en France dans les écoles nationales vétérinaires. Je pense que ça, c'est important. Alors justement, puisqu'on dit on vient de dire que le travail d'équipe intègre dans l'équipe le maître de l'animal, eh bien, on va peut-être se placer de son point de vue et de celui de son animal, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, c'est la deuxième partie. On va essayer de raisonner ou de se mettre dans la peau du maître et même peut-être, si possible, dans la peau de l'animal, hein, pour arriver à obtenir ce fameux partenariat. Alors les termes d'alliance thérapeutique sont employés, de partenariat. Je pense que l'un et l'autre, mais surtout l'alliance thérapeutique dit bien ce que ça veut dire. Le maître, il est comme intégré, il est intégré aux soins, il est comme partie prenante de l'équipe de soins. Alors, pour une bienveillance renforcée, c'est vrai que sur la bienveillance, je dois vous dire que j'ai fait toute ma carrière de vétérinaire sans m'être posé la question, et sans peut-être même avoir employé le mot de bienveillance à propos de la médecine vétérinaire. C'est une notion qui m'avait été soufflée parce qu'un jour on m'avait demandé de bien vouloir participer à un colloque sur une médecine humaine et vétérinaire, sur des médecines humaines et vétérinaires bienveillantes. Et bon, j'avais compris qu'en réalité, ces personnes étaient des tenants des médecines, je dirais, dites douces. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une médecine douce et une médecine de brute. Et il y a une seule médecine efficace, une médecine qui est fondée sur l'étude à chaque fois du rapport bénéfice-risque. Et elle doit, dans tous les cas, être bienveillante, hein, c'est-à-dire ne pas nuire, chercher les bons résultats, chercher à guérir sans passer par des effets indésirables graves. Voilà. Alors, pour avoir ce partenariat, déjà, il faut essayer de comprendre un petit peu le maître. Alors, il n'est pas lui, mais c'est pas lui qui est malade, mais néanmoins, il a des états d'âme par rapport à ça, puisqu'il est attaché à son animal. Donc, il faut déjà comprendre sa posture par rapport à ça quand il vient vous consulter, en fait. Oui. Alors, bon, il faut avoir présent à l'esprit que souvent on emploie le terme de propriétaire, maître, voilà, il y a plusieurs mots, détenteur de l'animal. Le code rural et de la pêche maritime, évidemment, il parle toujours du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Le vétérinaire, lui, il connaît celui qui lui présente l'animal. C'est celui qui a la garde juridique de l'animal et qui la lui confie à cet instant, au moment où il entre en consultation, qu'il a confié au vétérinaire. C'est celui-ci, c'est cette personne-là avec laquelle il établit le contrat, notamment le contrat en responsabilité civile. Donc, c'est propriétaire ou détenteur. Mais cette personne, quelle qu'elle soit, il faut avoir à l'esprit que, notamment en urgence, il est inquiet. Il est d'autant plus inquiet qu'il n'est ni formé ni informé. Hein, je pense que là, il y a un déficit actuellement. Je pense, on l'a vu avec les chiens, avec la question des chiens dangereux, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a sûrement un déficit de formation du maître de l'animal à la connaissance éthologique de l'animal. Voilà, il faudrait que les personnes acquièrent un minimum de connaissances en comportement. C'est pas faut pas faire. Disons, l'anthropomorphisme peut être utile
mais il est quand même à utiliser avec parcimonie. Et on a des comportements qui sont des comportements anthropomorphiques qui nuisent, qui, la plupart du temps, nuisent à l'animal et peuvent même conduire à de véritables situations de maltraitance. Donc je pense que tout ça, il faut l'avoir présent à l'esprit. Il faut avoir présent à l'esprit qu'en situation d'urgence, évidemment, le maître, il est troublé et il peut être irrationnel et il faut faire attention. Je pense que là, il faut se mettre dans la peau de cette personne. Et les vétos, souvent pressés, surtout quand on est en service de garde, on est dans l'urgence, on est surchargé de travail, on n'est pas forcément en situation de se mettre de façon parfaitement empathique dans la peau de cette personne qui est complètement émue, irrationnelle, et il faudra pouvoir le faire. Voilà. Il voudra agir, mais il ne sait pas comment, il est impatient, il est en situation de devoir faire. Point important, c'est la situation d'ailleurs qui est propre au médecin, au vétérinaire. Il est en situation, enfin disons, le maître, le patient pour le médecin, mais le maître de l'animal est en situation de devoir faire confiance. Ça, dans l'esprit, ça implique un respect maximal de la part du vétérinaire. Alors cette alliance thérapeutique, comment est-ce qu'on peut en fait la citer, la définir? Alors, je pense qu'il y a une petite diapo. Vous l'avez, la diapo là? Je suis toujours sur les considérations générales. Oui, c'est les considérations générales, oui. Oui. Oui, pardon. Voilà, excusez-moi, j'avais pas vu. Oui, tout à fait. Oui. Bon, donc, on a déjà un petit peu anticipé, ou j'ai déjà par avance un petit peu indiqué que il y avait comme une médecine vétérinaire partenariale et l'alliance thérapeutique, c'était un peu la même chose. Alors, bon, moi, j'aime bien cette notion, mais qui est un peu d'une conscience qui va à la rencontre d'une confiance. C'est très bien, c'est indispensable, c'est un minimum, mais ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire, voilà, je vais faire remplir ma mission de vétérinaire de façon consciencieuse, et donc la personne doit me faire confiance. Je pense qu'il y a le respect mutuel que j'évoquais tout à l'heure, mais il faut aller plus loin, il faut intégrer les personnes, et c'est cela le message que nous voulons essayer de faire passer ce soir. Il faut que cette médecine vétérinaire, elle soit perçue comme non violente, comme bienveillante. Alors, et toute médecine, je ne parle pas seulement, je vous dis, les médecines douces, non, il y a une seule médecine, il n'y a pas des médecines douces et des médecines qui seraient brutales et agressives. Il y a une seule médecine, c'est la médecine fondée sur la science, c'est la seule qui tienne, et elle doit être bienveillante, comme les autres, voilà. Et le maître doit comprendre et partager. Alors, je pense qu'il faut aussi, voilà, quand précisément on arrive à établir ce partenariat, cette alliance thérapeutique avec le maître, eh bien le vétérinaire est aussi en situation de lui expliquer qu'il a des vulnérabilités proches, qu'il a ses émotions et que voilà, je pense que c'est plus facile de l'expliquer quand on est sur un pied d'égalité, si je puis dire. Voilà. C'est ça. Et puis, je pense que à propos de cette médecine que l'on veut partenariale, je crois qu'elle est importante aujourd'hui. Finalement, la télémédecine vétérinaire monte doucement en puissance. Mais moi, je pense qu'elle a sa place, elle n'a sa place, en quelque sorte, que dès lors qu'elle arrive dans un schéma d'alliance thérapeutique préétabli. C'est-à-dire que, je dirais, une primo-consultation en télémédecine, que ce soit en humaine ou en vétérinaire, on l'a vu en humaine ici avec la Covid. Oui. On l'a vu avec la Covid. Je pense que ça a ses limites. Mais quand elle s'intègre, je dirais, dans un schéma, quand elle vient entre deux consultations physiques, si je puis dire, avec des gens qui se connaissent et qui se connaissent bien, qui s'apprécient, elle est beaucoup plus facile à intégrer. Et je pense qu'elle a toute sa place, la télémédecine vétérinaire, dans un schéma d'alliance thérapeutique. Je pense que c'est un point important aussi pour le développement de cette télémédecine dans de bonne qualité, dans des conditions de bonne qualité. On va un petit peu balayer au point de vue de l'animal et du maître, le avant, le pendant, l'après, de manière à voir comment est-ce qu'on peut encadrer finalement cette relation pour la rendre meilleure, en la préparant à l'avance, et puis pendant la consultation et après. Donc, on va voir un petit peu du coup des deux points de vue du maître et de l'animal. Oui, c'est ça. On va préparer déjà. Oui, on va essayer de voir ce qui se passe avant, pendant et après la consultation. Alors bon, voilà, plaçons-nous un instant du côté, on va commencer on peut commencer par l'animal, finalement. On va commencer par l'animal dans la colonne de droite. Avant la consultation, il est vrai que cet animal, il est façonné par son propre passé. La manière dont son adoption s'est passée,
sa vie de chien, sa vie de chat, qui doit tenir compte de ses comportements naturels. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le comportement naturel, c'est la connaissance finalement des caractères éthologiques de l'espèce. Voilà. Donc, le chien, le chat, les prédateurs, il ne faut pas l'oublier, il faut l'avoir présent à l'esprit, il faut le savoir. Et voilà. Et puis, bon, bah, évidemment, ce chien, évidemment, si la relation avec ses maîtres est harmonieuse, non violente, les choses se passeront mieux que, évidemment, si c'est une relation qui est brutale, et qui n'est pas faite de... Voilà. Alors là, on dit, voilà, je suis le chien, ben, j'ai appris à me laisser brosser les dents, à me laisser soigner les oreilles, à me laisser mettre une muselière. Ben, ce sont des petites choses, effectivement, que de plus en plus, les vétérinaires, notamment les jeunes vétérinaires, apprennent à leurs clients, apprennent à faire. Et tout cela, il faut le faire très tôt. Il faut le faire très tôt dans cette phase, je dirais, d'adaptation. Là, c'est dans les tout premiers mois. C'est avant 6 mois, bien avant 6 mois. Tout ça, voilà. Et je suis un chien, je suis éduqué et préparé aux soins depuis mon plus jeune âge. Alors, si je suis le maître, bien sûr, de la même manière, je dois bien connaître et bien observer mon animal en évitant les interprétations anthropomorphiques que je dénonçais tout à l'heure. Je dois même moi-même être préparé aux soins, savoir un peu comment ça se passe. Et ça, on peut le faire parce que le vétérinaire peut précisément faire des démonstrations, il peut expliquer, il y a des petits gestes qui peuvent être faits ensuite à la maison par le maître. Voilà. Et il faut savoir éduquer, préparer l'animal aux soins. Alors là, je renvoie, on y reviendra tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi le concept le chien, mon ami, c'est une autre conception des rapports entre le chien et l'homme qui amène à des techniques. Le medical training. Le medical training, c'est, j'incite les auditeurs, ceux qui me suivent, à aller sur le site de l'association de protection vétérinaire qui a fait des choses extrêmement intéressantes là-dessus, dans un objectif d'ailleurs, c'est un objectif de protection du vétérinaire pour éviter les morsures, notamment. C'est la notion de soins coopératifs et on peut, je dirais, entraîner, former, non seulement informer, mais former les maîtres, ça, on y reviendra. Et puis, le maître, il peut faire aussi des recherches dans des livres, des articles, des conseils d'avis, site internet. Je pense qu'il n'y a pas d'interdit à avoir quand tout se passe, je dirais, quand le dialogue est un dialogue franc et direct entre le maître et le vétérinaire. Alors, pendant la consultation maintenant, comment ça se gère, ça? Pendant la consultation, si je suis un chien, j'ai appris à bien me comporter dans la salle d'attente, avec congénère, parce que là, c'est un petit peu avant la consultation, mais c'est un point important, là aussi. Il y a une question d'éducation. Et tout cela, eh bien, c'est beaucoup plus large que notre seule médecine vétérinaire. C'est la relation dans notre société entre le chien et l'homme. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, beaucoup de choses à revoir. J'ai pas peur parce que j'ai confiance dans mon maître. Voilà, ça c'est un point important. Quand le chien et le maître ont une excellente relation, eh bien, le chien sera d'autant plus apaisé que le maître lui-même sera apaisé et il se laissera plus facilement manipuler. Alors bon, s'agissant du maître, pendant la consultation, il doit savoir d'abord bien exposer ses observations. Je pense que ça, c'est un point important. Quand on parle d'une médecine, de médecine vétérinaire partenariale, je dirais, les choses ne vont pas que dans un sens. Les obligations, elles sont pour le maître. C'est ça l'intérêt de cette espèce de culture nouvelle, tendant à aller vers une médecine partenariale. Eh bien, il faut que le maître, il apprenne à bien exposer ses observations. Moi, je me souviens, c'était pas avec des animaux de compagnie, c'était une éleveuse. Quand elle m'accueillait, elle était extrêmement concise, très précise. Elle avait noté toutes ses observations sur une petite feuille de papier. Elle me déclinait ça. Elle me disait, oui, j'ai 5 observations à vous dire. C'était très précieux. Elle me faisait gagner un temps fou. Et parce qu'elle savait bien exposer ses observations. Ça, il faut amener les maîtres à les éduquer, à bien exposer leurs observations, alors, savoir tenir et contenir son animal, se faire expliquer la démarche du diagnostic, la comprendre pour la partager et aider le praticien. Je crois que il faut se faire expliquer. Il faut pas partir avec des questions rentrées. Il faut que tout cela soit parfaitement clair au cours de la consultation. Se faire expliquer le traitement, les options, le choix, c'est ça surtout, parce qu'il n'y a pas une option, souvent il y a plusieurs options. Et là, il y a un rôle éminent du vétérinaire dans la présentation des diverses options, ce qu'il peut faire lui et ce qu'il ne peut pas faire, ceux pour lesquels il doit référer. Tout ça, ce sont des points extrêmement importants, mais ça correspond aussi à des attentes
connaître et comprendre les risques, pour les accepter. Et puis, voilà, il faut aider et participer aux soins de la clinique. Ça, c'est possible. Hein. Il y a un certain nombre de maîtres sont en situation de le faire. Eh bien, il est possible d'amener progressivement, dans le cadre de cette médecine, je dirais, qui est horizontale, si je puis dire, hein, ou qui tend à l'horizontalité. Eh bien, il est possible d'amener le maître à participer à son niveau, bien sûr, aux soins. Et ensuite, alors, après la consultation? Eh bien, après la consultation, voilà, si je Le suis... maître se livre à lui-même, du coup. Pardon, le maître, il est chez lui. Oui. Voilà, il est chez lui, là, voilà, il est seul avec son animal. Alors, évidemment, si je me mets dans la peau du chien un instant, vous voyez, je dis, je prends bien mes médicaments. C'est un moment de complicité avec mon maître. Oui, ça peut être ça aussi. Voilà. Si le maître c'est dans la manière, tout est dans la psychologie de la relation avec le chien. Si on lui présente ça comme quelque chose d'agréable ou comme un jeu, ça va être beaucoup plus facile que si on lui présente ça comme quelque chose qui va être une partie atroce. Hein, et mon maître me fait la piqûre d'insuline. Chaque fois, je lui frise. Il peut y avoir des petits intérêts en termes d'hypoglycémie, quoi, éventuellement. Hein, je reviens à la clinique sans appréhension pour l'évaluation du traitement, c'est évident. C'est ça l'idéal vers lequel on veut tendre. Et puis le maître, eh bien, il doit bien administrer les médicaments, bien réaliser les soins. Il observe, il note les effets indésirables, il alerte utilement à partir des critères d'alerte qu'on a listés, et je dirais alors, il faudrait finalement en médecine des animaux de compagnie reprendre ce qui existe finalement en médecine des animaux de rampe avec le suivi sanitaire permanent des animaux, hein, où les éleveurs ont des critères d'alerte. Ils ont des critères d'alerte. Voilà. Et puis le maître après, il doit revenir à la clinique pour l'évaluation du traitement. Et il faut qu'il soit lui-même conscient du fait qu'il est partie prenante de l'évaluation des soins. Pour le bénéfice de tous. Il est vrai que la récupération des complications se fait vraiment bien mieux quand les signes d'alerte sont repérés rapidement. Et évidemment. La médecine humaine, c'est typiquement ça. Hein. Les événements désirables, on n'aime pas forcément les supprimer, mais en revanche, les complications, plus elles sont repérées tôt, donc plus l'alerte est donnée rapidement et plus on a des chances de récupérer le problème. Et je pense tout à fait. Mais tout ça, ça se prépare, ça se préétablit. Et voilà, il est possible, c'est pas une fatalité. Il est possible d'améliorer même son client. On connaît peut-être les points faibles de tel ou tel de ses clients propriétaires d'un chien. Eh bien, quand on les connaît, on peut l'aider à corriger, à être de manière à ce qu'il soit meilleur en tant que partie prenante de l'évaluation et du suivi des soins. Alors, on va terminer peut-être par la partie formation et information, à la fois des formations du maître et des vétérinaires en formation initiale et continue. Un petit peu vite parce qu'on arrive sur la fin de notre présentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation, donc le maître par exemple? Sur le maître, je pense que c'est d'abord de l'information. L'information, je pense que là, il doit d'abord la trouver. Il doit la trouver auprès de son vétérinaire. Je pense qu'il y a une question d'information, de sensibilisation. Tout cela, d'ailleurs, dans une démarche de prévention. Je pense qu'il faut, là aussi, je dirais, avoir la culture de la prévention et amener le maître à la culture de la prévention. Alors, il y a un moment idéal qui a été repris, d'ailleurs, dans la thèse d'Audrey Sépard, thèse de 2015. C'est le moment de la consultation vaccinale pour la primo-vaccination. C'est vrai que c'est un moment important, un peu événementiel. Souvent, le chien ou le chat, on vient de l'acquérir, c'est ça. Les premiers vaccins, bon, eh bien, c'est un moment, je dirais, c'est une consultation qui ne consiste pas simplement qui ne se résume pas à l'injection d'un vaccin, mais qui va, je dirais, bien au-delà, en amont et en aval de cela, dans l'information sur le comportement et sur les soins, sur l'éducation à donner. Et là, pour cela, le vétérinaire, comme on l'a dit tout à l'heure, dispose de moyens complémentaires, d'affichage, de documents, une petite fiche qu'il peut remettre le site internet. Il y a de plus en plus de sites de vétérinaires qui ont des sites internet sur lesquels ils donnent des conseils. Je pense que tout ça, la télévision en salle d'attente, tous ces outils sont des outils à utiliser, valoriser, qui ne remplacent pas, je dirais, l'humanité du vétérinaire, sa chaleur,
humaine, mais qui complète utilement l'information qu'il a pu donner au cours des consultations. Alors, on peut même aller au-delà et aller vers la formation, pour le coup, du maître. Oui, effectivement. Alors, certains vétérinaires organisent des formations à la clinique, hein, des formations pour leur clientèle, je dirais d'ailleurs, permettant une meilleure connaissance du comportement, donnant quelques rudiments d'éthologie canine aux propriétaires de chiens, d'éthologie féline aux propriétaires de chats. Voilà, ce sont des formations qui peuvent se faire à la clinique. Bon, il y a des formations beaucoup plus globales après qui peuvent se faire au comportement. Hein. Je citais tout à l'heure le concept le chien, mon ami, qui a été initié notamment par ma consoeur Isabelle Vira. Je pense qu'elle a sur le site de la CEVAD, les vétérinaires peuvent s'y retrouver, les vétérinaires et les particuliers surtout, hein, les particuliers, puisque là on parle du propriétaire de l'animal. Il trouvera des choses très utiles, notamment à ce du chien, sur ce site, bien sûr. Et puis, je pense que, de façon générale, après, indépendamment de ces formations assez spécifiques, il y a de plus en plus, maintenant, quand on regarde sur Internet, c'est la merveille, nous avons une multitude d'accès, il y a une multitude de MOOC qui sont accessibles sur la prévention des risques, en général, sur la connaissance des critères d'alerte, sur la culture de la prévention, et puis sur la formation aux soins. Hein. Moi, je reviens au medical planning, sur la notion de soins coopératifs. Hein, ça a été fait dans un objectif de prévention des accidents du vétérinaire, notamment des morsures. Hein. Voilà, ce site, il a été créé par un couple un confrère d'une consoeur qui avait été aux prises avec un accident dramatique. Hein. Un chien lui avait broyé l'avant-bras. Ça a été des années de souffrance, hein, physique et psychologique. Eh bien, je pense qu'ils ont rebondi là-dessus. Ils ont créé une association de protection vétérinaire, mais qui apporte une multitude d'informations et qui peuvent justement, qui aident à déboucher sur une médecine vétérinaire bienveillante. Voilà, dans le cadre d'une alliance thérapeutique. N'hésitez pas à aller. Nous donnons les références bibliographiques à la fin. Puis là, vous avez, je dirais, l'adresse du site de l'association de protection vétérinaire, www.assoprotecvet.fr. Voilà. Je pense que le maître de l'animal pourra trouver beaucoup d'informations utiles sur ce site. Et donc, pour finir, on va parler de la formation des vétérinaires. Alors, pas tellement de la formation technique, mais parce qu'elle est certainement très, très bien faite, mais plutôt des problématiques non techniques. Et avec donc le nouveau décret de référentiel de diplôme, peut-être, qui a des éléments à ce sujet. Tout à fait. Le nouveau référentiel de diplôme qui est mis en application depuis quelques petites années, hein, seulement, hein, et tout à fait. Le référentiel de diplôme, finalement, il y a 8 chapitres, il y en a 4 qui sont consacrés à la médecine, proprement dit, à ce qui est technique, à la technique médicale, on peut dire. Mais il y en a la moitié pratiquement qui correspond à des connaissances, je dirais, non techniques, des connaissances et des compétences non techniques. Et ça, je pense que c'est un point très important. Je pense qu'il est important de considérer que, d'ailleurs, c'est ce que disait l'étudiant, je rappelle, ce que disait l'étudiant, il en avait parfaitement pris conscience du fait qu'il y avait les connaissances spécifiques et techniques, mais il y avait aussi une multitude d'autres connaissances qui étaient transversales et non techniques, et notamment, si vous voulez, la communication. Moi, je fais partie de générations de vétérinaires à qui on n'a pas enseigné la communication ou l'art de la communication avec le maître de l'animal, avec le propriétaire, avec son client, tout simplement. Eh bien, aujourd'hui, on enseigne cela dans les écoles vétérinaires et c'est une excellente chose. Et j'ai tout à fait confiance dans le fait que les générations de vétérinaires à venir seront d'ailleurs un certain nombre de professeurs et directeurs des écoles que j'ai eu l'occasion de rencontrer encore récemment me confirmaient que les choses changeaient, je dirais, assez fortement dans ce domaine. On peut s'en réjouir. Et notamment dans certaines écoles vétérinaires, on pratique maintenant la simulation. Oui, tout à fait. Alors, à la fois la simulation sur des actes techniques, mais aussi la simulation par rapport à l'entretien de la communication, de la relation entre le vétérinaire, son équipe, voire avec le maître de l'animal, de manière à améliorer justement ces consultations et cette information que l'on peut donner au maître. Donc ça, c'est vraiment… alors, en médecine, on le fait aussi, mais ça se développe aussi dans le secteur vétérinaire.
Oui, tout à fait, tout à fait, hein. Je pense que là, au moins, je dirais 3 des 4 écoles nationales vétérinaires ont largement mis ça en œuvre aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un point important. Alors, il y a donc la formation initiale, dont on vient de dire que là, elle change, hein, et en bien, et elle va dans le sens de la culture, de la médecine vétérinaire bienveillante, mais il y a aussi la formation continue. Les vétérinaires se forment bien, ils ont réputation, c'est une profession qui a réputation de bien se former, d'être très attentive à sa formation continue. Et là, aujourd'hui, elle dispose quand même de beaucoup d'occasions d'accroître ses compétences sociales, la gestion de soi-même, la formation, la gestion d'incidents, la connaissance des notions de conciliation, médiation, qui permettent finalement de savoir comment aborder la crise relationnelle quand elle peut arriver, parce que je dirais que quand bien même, je dirais, nous serons, je dirais, proches de l'excellence dans le cadre d'une médecine, d'une alliance thérapeutique, l'incident est toujours possible, il faut savoir comment le gérer. Et puis, il y a aussi la question de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. L'annonce d'une mauvaise nouvelle, et bien, je pense que ça ne s'annonce pas n'importe comment. Alors, il y a évidemment, il y a ceux qui sont naturellement doués pour cela, mais tout le monde n'est pas naturellement doué pour cela. On peut être, je dirais, très brillant, on peut avoir beaucoup de connaissances, on peut être très bon techniquement et médicalement, et puis finalement avoir une grande infirmité, si je puis dire, sur ce domaine. Et c'est en cela que finalement, disons, l'intégration de ces sciences sociales, notamment dans la formation initiale, est intéressante. Mais là, on peut le retrouver aussi en formation continue. On peut le retrouver en continu avec la culture de la communication, de la transparence, du consentement éclairé. Et puis là, j'ai donné quelques exemples. Il y a des journées des séminaires à la fac qui sont consacrés à cela. L'association Qualité Vet, qui rassemble pas mal d'instances vétérinaires, se préoccupe aussi tout à fait de la formation, je dirais, dans le domaine des compétences non techniques. La revue de l'ordre y contribue aussi aujourd'hui. L'Académie vétérinaire de France. Il y a de nombreux thèses vétérinaires, finalement. C'est pas un hasard si ces dernières années, on voit beaucoup de thèses vétérinaires qui portent sur les compétences non techniques du vétérinaire. Je crois qu'il y a des messages à recevoir pour la profession et pour une médecine vétérinaire qui devienne de plus en plus partenariale. Eh bien, écoutez, on arrive sur vraiment la fin, toute fin de notre propos. Je vous laisse le mot de la fin, Michel, pour la conclusion, peut-être. Écoutez, si vous voulez, moi, je pense qu'on a dit l'important, c'est de rendre le maître partenaire, on a dit, de la sécurité et de la qualité. Hein, sécurité, parce que c'est la sécurité des soins qui arrive, mais la qualité des soins, la sécurité étant une composante de la qualité, si on veut. Voilà, il faut rendre le maître partenaire pour qu'il contribue lui-même à une médecine vétérinaire ressentie comme bienveillante. Hein, voilà. Et il faut être, bien sûr, à l'écoute, dans l'échange, voilà. Et le fait d'être à l'écoute et dans l'échange peut contribuer à prévenir ce que je vais appeler plusieurs fois le drame relationnel, hein, qu'il faut absolument prévenir. Il faut diminuer le nombre de plaintes et de litiges. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de faire du curatif et d'arriver en bout de cycle, là, de traiter les choses en aval. Cette approche que nous avons eue ce soir, c'est une approche qui veut essentiellement aller en amont pour précisément éviter, diminuer le nombre de plaintes et de litiges. Mais ça, je dirais même, c'est un objectif qui est peut-être qui est tout à fait louable. Et moi, je dirais tout simplement pour vivre de façon heureuse son métier de vétérinaire et vivre de façon heureuse sa mission de maître d'un animal de compagnie. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Michel, pour cette conférence. Je ne sais pas si peut-être vous avez des questions, parce que pas beaucoup de questions ont été posées, mais si vous en avez une ou deux, on peut peut-être les prendre malgré tout, même si on a un tout petit peu dépassé, mais on a commencé un petit peu en retard à cause des problèmes techniques. Avez-vous des questions? Sinon, on va n'hésitez pas à les taper pendant que je conclue. On va se quitter sinon, et donc je vous confirme que vous pourrez revoir cette conférence en replay. Alors, ceux qui sont inscrits, vous l'aurez pratiquement dès demain. Pour les autres personnes, d'ici une huitaine dans la semaine, je pense que ça va être mis en ligne. Donc, en effet, merci de le diffuser largement. Je crois que Brigitte nous propose de le diffuser. Très bien, merci beaucoup. Et puis, nous, on va essayer aussi de le diffuser largement auprès des réseaux de vétérinaires, si Michel en est d'accord. Et puis, on vous dit à l'année prochaine pour une autre conférence vétérinaire, parce qu'on en fait une par an.
Le reste étant des conférences médicales, mais qui sont aussi intéressantes, si ça vous intéresse de les regarder. Donc, merci à tous et puis merci à Michel pour cette conférence très intéressante qui intéresse à la fois les vétérinaires, mais aussi les médecins qui ont des animaux, ce qui est mon cas. Merci, bonne soirée à tous. Merci Marie-Christine, merci à tous. Bonsoir à tous et bonnes vacances également à tous. Exactement. Voilà, donc je pense que c'est bon. On va finir. Donc, allez, stopper, accepter, voilà.